tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France. Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. Cette semaine, c'est en Occitanie que je vous propose de nous arrêter à Toulouse. Lorsqu'on pense à Toulouse, il y a forcément des images qui nous viennent en tête. La ville rose, Claude Nougaro, la place du Capitole, l'aviation. Alors j'ai voulu vous proposer un Toulouse moins connu et surtout étonnant. Et ça tombe bien parce qu'il y a Emmanuel qui m'attend. Emmanuel est guide et je lui ai demandé de me présenter ses endroits préférés, ses coups de cœur. Je sais qu'elle a préparé un très chouette programme et ça commence par une découverte insolite puisqu'elle m'a donné rendez-vous dans un jardin japonais. Ce jardin japonais, il est jardin remarquable, il est labellisé, il n'y en a pas beaucoup en France quand même, il y en a une petite quinzaine. Donc oui, à Toulouse, c'est une ville qui est quand même assez changeante et assez récente. Et dans les années 1980, en fait, le maire en place, après un voyage en fait en Europe, à Dublin, où il a vu un jardin japonais, s'est dit que il y avait de la place pour en faire un à Toulouse. Et donc il y a ici une ancienne caserne militaire qui va donc être achetée et on va en faire un nouveau quartier, un quartier d'affaires et un poumon vert. Donc, quitte à avoir un poumon, autant avoir un jardin et un jardin japonais. Quand on se balade dans ce jardin, on se dit bon, rien n'est laissé au hasard, mais c'est quoi les règles d'un jardin japonais? Alors, c'est assez vaste, parce que c'est quand même tout un état d'esprit, c'est toute une philosophie, ça vient du Japon du XIIe siècle. Il y a de multiples influences qui viennent se rajouter au fur et à mesure, des religions shinto, bouddhistes, mais le but du jeu, c'est de vraiment, à travers l'art, la maîtrise, la taille des végétaux, et essayer en fait d'atteindre en fait une espèce de philosophie, de méditation et une espèce d'élévation spirituelle. C'est pour ça que rien n'est laissé au hasard, dans la verticalité, dans la forme, dans l'orientation, par exemple nord-ouest. Alors tu peux nous donner un exemple dans tout ce qu'il y a autour de nous, de la symbolique de par exemple ce petit pont. Le petit pont, voilà, on en voit dans beaucoup de jardins japonais. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il est là? C'est vraiment un symbole, mais ça va bien au-delà de ça. C'est un lieu de passage. Donc de ce pont, on passe sur une petite île artificielle. Et c'est une île en fait qui est avec un arbre qu'on voit très bien là. C'est un grand, long cyprès. Donc cet aspect vertical, c'est l'île du paradis. On est au bord de la Garonne qui sépare un peu la ville en deux. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les deux parties de la ville, entre les deux rives? Oui, il y en a une grosse, déjà elle se voit, parce que pour de vrai, quand on regarde, nous sommes sur la rive droite, la Garonne prend sa source dans les Pyrénées derrière nous, et va en direction le bord de l'Atlantique. Et donc la rive gauche, là-bas, le quartier de Saint-Cyprien, elle est sur le plus bas. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur l'installation de la ville, puisque la rive droite est la plus sécurisée. À Toulouse, il y a toujours autant de vent? Non, pas toujours autant de vent. Mais oui, c'est un endroit qui est vanté. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un couloir. Oui. On est entre la mer Méditerranée, l'océan Atlantique. En bas, il y a les Pyrénées. En haut, il y a le Massif central. Donc en fait, il y a une espèce de couloir où on a différents climats océaniques et méditerranéens. C'est normal. C'est du vent qui peut durer 3, 6 ou 9 jours, comme disaient les grands-mères, le fameux vent d'automne. Ah oui. Le vent d'automne, le vent qui rend fou, c'est ça? Le vent qui rend fou, exactement. Pourquoi il rend fou? Parce que c'est non-stop, tu vois bien, regarde, on n'arrive pas, ça énerve les enfants, enfin voilà, c'est une vieille légende urbaine en fait qui dit ça. Ça y est, le soleil est en train de se lever. J'imagine que c'est un endroit où les Toulousains aiment bien venir se balader, les quais comme ça. Oui, cette Garonne dont on a eu peur pendant si longtemps, à cause notamment des inondations, finalement, ça y est, depuis la fin des années 90, début 2000, on réaménage les espaces, on restaure, on installe. Maintenant, ici, l'été, il y a un petit café, une petite terrasse, on vient, il y a des concerts. Puis là, on voit que la ville est rose. À Toulouse, tout est une question de lumière. Le côté rose, il arrive vraiment
quand le soleil se couche un petit peu, tu sais, quand tu as des lumières déjà qui sont dans les pourpres, là il y a vraiment une lumière sublime. Pour de vrai, elle est plutôt orange la ville. Alors on est face à quelque chose qui a été un pont, j'imagine. Oui. Moi je l'appelle le pont fantôme, mais en fait il faut l'appeler le pont vieux ou le pont de la Dorade. On a en fait sur la façade de l'Hôtel-Dieu Saint-Jacques, et donc cet ancien hôpital médiéval, sous la verrière, une masse en fait de briques qui est en fait une pile de pont qui a été arrachée par les crues du fleuve au Moyen-Âge, fin 15e siècle, et qui va se voir remplacé par un nouveau pont. Et donc le nouveau pont, c'est celui qu'on a juste là. Le pont neuf, qui est évidemment le pont le plus ancien de la ville, mais qui est le seul à n'avoir jamais été détruit. Lui, par contre, par les crues du fleuve. À ton avis, pourquoi? Alors, est-ce que ce serait pas parce qu'il y a des trous justement dans les piliers qui permettent de laisser passer l'eau? C'est ça, bravo. Ici, c'est le top de l'ingénierie de la Renaissance. C'est un pont qui est du XVIe siècle. Ah oui. On va donc mettre en place ce qu'on appelle des ouïes. Alors, j'adore le mot replacer dans le dîner, c'est toujours très facile. Un dégueuloir. Voilà, c'est très imagé. Quand l'eau monte, elle va donc passer au travers de ces trous, de manière à éviter en fait d'appuyer trop sur la structure. Et c'est déjà arrivé que l'eau justement traverse les dégueuloirs? Oui, à de multiples reprises. Heureusement, il a tenu le coup. Par contre, effectivement, l'autre côté a été inondé à 5 km à la ronde. On continue notre balade avec Emmanuelle en direction d'une de ses places préférées. On passe par la place du Capitole et pas très loin, on tombe sur la place Saint-Georges. Emmanuelle, la place Saint-Georges, pourquoi tu nous as emmenés ici? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette place? Il y a plein de choses qui sont assez spécifiques à cet endroit, tant au niveau historique qu'au niveau aussi humain en tant que Toulousain. Ouais. La première, c'est que c'est une des plus anciennes places de la ville et c'est la place des exécutions publiques. Je sais, ça fait toujours oui, mais en même temps, c'est ça qui est charmant. Donc là, de s'imaginer les piloris et aujourd'hui les terrasses, on a eu un grand glissement de fonction, un grand glissement d'ambiance qui est aussi très spécifique à l'évolution d'une histoire, d'un lieu, d'une ville. Donc aujourd'hui, la place Saint-Georges, c'est un petit peu aussi la vitrine de cette architecture, de cette ambiance du Sud. Alors finalement, il n'y a pas que des façades en briques ici. Exactement. De la fin du XVIIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Toulouse est enduite de badigeons de chaux. Soit à la céruse, donc ce côté blanc, soit avec des intégrations de pigments tels que café au lait clair, ocre paille, comme on peut le voir là derrière. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'au départ, la brique, elle est venue ici parce qu'on n'avait pas justement de pierre dans le sol et qu'on a dû fabriquer avec l'argile locale de la brique. Alors la place Saint-Georges, si on vient ici à Toulouse, il faut venir à quel moment de la journée? Là, c'est bien parce qu'on a tous faim et on sait qu'on va trouver le restaurant qui va nous plaire. Et puis surtout, là, on est un petit peu en automne, mais l'été, il y a des terrasses somptueuses, on peut profiter un petit peu. On est en hypercentre, mais il n'y a pas la voiture. Donc en fait, c'est un poumon de la ville aussi. C'est là qu'on peut savoir si Toulouse va bien. Si les gens sont dehors, sur les terrasses à Saint-Georges, c'est que tout va bien dans le meilleur du monde. Après une petite pause, nous reprenons notre balade. Emmanuelle veut m'emmener visiter l'église Saint-Jérôme. Pour y entrer, il faut emprunter une petite galerie. Cette église, c'est l'obsession du moment pour Emmanuelle. Elle est passionnée par ce lieu assez méconnu et étonnant, vous allez comprendre pourquoi. Alors on va faire attention de ne déranger personne et de ne pas faire trop de bruit pendant la visite. C'est une chapelle en fait qui est datée du XVIIe et XVIIIe siècle. Ensuite, l'église a été réouverte et agrandi au XIXe siècle. Donc la partie originelle 18e, ce sont tous les stucs qu'on a ici. Ça représente les valeurs et les vertus surtout, vertus morales et vertus cardinales. La force, la justice, la tempérance, la prudence, la foi, la charité et l'espérance. Et donc au XVIIIe siècle, on a la tempérance qui est représentée par un récipient d'eau qui coule et qui en plus ici est appuyé par un éléphant. Pourquoi un éléphant au XVIIIe siècle? Pour une valeur morale, quelque chose de très lent, de très lourd, mais parce qu'il y a aussi une espèce d'exotisme, un rapport au naturalisme scientifique qui apparaît au XVIIIe siècle, et puis aussi des petites choses comme les fables de La Fontaine qui sont aussi très à la mode. Et aujourd'hui, cette chapelle, elle est encore très utilisée. Oui, l'église Saint-Jérôme, c'est probablement l'une des églises les plus pieuses et les plus fréquentées que je connaisse dans la ville de Toulouse. D'accord, c'est ça qu'on doit chuchoter. Oui, c'est ça. Alors, quand je vous disais qu'on allait être surpris par Toulouse, mais attendez la suite.
Pour la suite, Emmanuel me propose le couvent des Jacobins, une église construite dans un style que l'on appelle le gothique méridional. Emmanuel, ici on est dans l'église des Jacobins, mais les Jacobins, c'est pas juste une église, c'est un grand ensemble. Qu'est-ce qu'il y a exactement ici ? Donc c'est une église du XIIIe et XIVe siècle plus précisément, et c'est un ensemble conventuel, c'est-à-dire qu'ici il y avait des moines de l'ordre de Saint-Dominique, Dominique de Guzman, qui a donné donc le nom dominicain. Et c'est la maison mère des dominicains, c'est l'un des premiers endroits où on va voir un couvent d'hommes de l'ordre des dominicains. Ils ont été envoyés de la rue Saint-Jacques à Paris pour être sûr que le roi de France les connaisse et ait confiance en eux. Oui. Donc c'est pour ça ça a donné la terminologie jacobin, les dominicains de la rue Saint-Jacques. D'accord. Donc l'église est dans un style gothique méridional qui est vraiment très très pittoresque dans le sens où ça n'existe que 240 km aux alentours de Toulouse. Et donc les pierres sont peintes, c'est ça ? Alors l'église est en briques. Elle est ensuite recouverte d'enduit, complètement peint. Il n'y a que les colonnes au centre qui soient en pierre. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, ça reste quand même une église puisque l'endroit est consacré. Il y a notamment la relique de saint Thomas d'Aquin, mais c'est aussi d'une façon générale une espèce de musée où les gens peuvent entrer, visiter, voir. Une exposition en ce moment, par exemple. Oui, les néons, je pense pas qu'ils datent. C'est pas du gothique. Non, ça. c'est pas du gothique. C'est l'artiste Sarkis, qui est un artiste turc invité pour un festival d'art contemporain en ce moment. Et puis, il y a tout le long de l'année, en fait, il va y avoir des concerts, il va y avoir d'autres exhibitions, des lectures. C'est vraiment très, donc très, il y a très toujours varié. des choses à faire ici. On approche de la fin de la journée, ce moment où le soleil donne une légère teinte rose à la ville. Après avoir traversé un Toulouse très animé, Emmanuel m'emmène à la découverte de la rue Perchepeinte, une de ses rues préférées pour ses façades, son calme, son ambiance. La rue Perchepeinte qui est juste là, qui déboule donc ici sur la place Sainte-Scarbe. C'est un quartier qui est plus connu en fait sous le nom du quartier des antiquaires. On va voir beaucoup de brocanteurs, de galeries d'art. Et alors, est-ce que c'est vrai qu'à Toulouse, on dit camp ? Oui. On a encore des expressions, alors moi j'ai pas trop l'accent, mais oui, bout du camp, mais bien sûr. Bout du camp. Mais bout du camp, Macarel, tu sais pas qu'on a gagné contre le Leinster à l'équipe de rugby. Si vraiment on était dans la ville de Toulouse avec des Toulousains, là à proximité, un samedi soir, on aurait exactement, en fait, c'est... Oui, pour de vrai, c'est pas une légende, c'est une façon de parler. Eh bien, bout du camp, on a passé une bonne journée. Grâce à Emmanuel, on vient de découvrir qu'à Toulouse, il n'y a pas que le cassoulet et le Capitole. Alors pour tout revoir, je vous donne rendez-vous sur terredefrance.tv et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle balade. Tout par gel, tout simple, tout bon, tout pratique. Vos courses livrées partout en France.